Et pour poursuivre cette table ronde, je vais maintenant demander à Anthony Buja, qui est président, directeur général d'Axioma France, de me rejoindre sur scène. D'abord pour réagir à notre table ronde et ensuite pour nous présenter son activité. Asseyez là au milieu. Si vous avez besoin de regarder, c'est le retour écran. Donc, Anthony Buja, bonjour. Bonjour. Votre entreprise Axioma France n'est pas productrice d'engrais. C'est une start-up industrielle que vous avez créée en 2012, une biotech qui est basée à Brive-la-Gaillarde. Et elle vient de rejoindre l'UNIFA. Et l'UNIFA vous a invité à clôturer cette table ronde. D'ailleurs, d'abord, dans un premier temps, pour recueillir vos impressions en qualité de témoin nouvellement adhérent. Et ma première question est, qu'est-ce que vous évoquent les échanges auxquels vous avez assisté, peut-être en particulier en ce qui concerne l'innovation qui fait partie de votre cœur de métier? Alors bonjour à tous et tout d'abord merci de me donner l'occasion de prendre la parole devant ce très beau panel et je remercie encore tous les intervenants. L'innovation, c'est le cœur de métier d'Axioma. Et c'est vrai que lorsque j'entends les échanges d'aujourd'hui, je suis vraiment ravi et je me rends compte que finalement on est dans le vrai. Parce que longtemps on nous a dit mais est-ce que vous savez où vous allez avec ces biostimulants, avec ces produits de biocontrôle, etc. Et là j'entends parler de collaboration, j'entends parler d'innovation, de maîtrise des ressources, d'une meilleure gestion. Et je dois dire que c'est hyper enthousiasmant. Très bien. Donc pour faire un parallèle peut-être avec votre activité, vous dites que parfois la recherche française ne bénéficie pas à la France, mais part à l'étranger. Vous vouliez intervenir, je crois, sur ce point. Alors oui, complètement. Là, c'est vraiment des cas concrets. Axioma, cette année, ça sera un peu plus de 200 essais un peu partout dans le monde. On a vraiment fait l'effort de travailler depuis l'innovation, donc la conception des produits, sur la partie régulation, sur la partie industrialisation, et ensuite sur la partie commerciale. Donc on a essayé de faire les choses dans le bon ordre, de ce qu'on considère du moins être le bon ordre. Donc tout ça nous demande énormément de temps, énormément de postes de coûts. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que comme toute entreprise innovante, on bénéficie de divers accompagnements de la part de l'État, de la part des régions, etc., que ça passe par du CIR, que ça passe par des plans de relance, des secteurs stratégiques, France 2030, etc. Et ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, on a un espèce de mur, un petit peu, qui arrive au moment des autorisations de mise en marché et au moment de transformer ces marchés-là en un marché de masse et pas comme un marché de niche. Et donc on se retrouve régulièrement, et Axioma en est la parfaite illustration, à devoir aussi regarder ce qui se passe sous d'autres cieux, éventuellement hors d'Europe. Et donc souvent on peut avoir des marchés qui réagissent un petit peu plus vite parce qu'il y a des contraintes réglementaires ou des frottements à la fois de prix ou de culture un petit peu différents. Et ça nous permet d'intégrer en fait une forme de maturité entre guillemets commerciale un petit peu plus rapidement. Et moi, le point qui m'embête un petit peu, c'est qu'on se retrouve avec de l'innovation qui est cofinancée notamment par l'État, les régions, etc., mais dont les agriculteurs finalement ne vont pas être les premiers bénéficiaires, et que ce soit des agriculteurs français ou des agriculteurs européens. Donc on est souvent en train de se plaindre que les choses ne vont pas assez vite, etc. Mais là, pour une fois, je trouve qu'on a une politique gouvernementale en fait, qui fonctionne bien avec du soutien à l'innovation, du soutien à l'industrialisation, mais on a un petit problème, c'est ce côté régulation qui pour moi reste bloquant, et c'est ce qui peut créer aussi une déstabilisation. On a parlé tout à l'heure de déstabilisation, et c'est le cas. Pourquoi des agriculteurs non européens bénéficient de nos innovations à nous, qui sont cofinancées par des investisseurs privés comme publics, et par nos investissements également à nous, et qui vont créer quelque part une sorte de dumping
avec les agriculteurs français et européens. Donc je pense qu'il y a vraiment un point à améliorer là-dessus, c'est que si on pousse pour l'innovation en France et en Europe, il faut aussi libérer aussi un petit peu cette capacité à mettre en œuvre. Très bien. Alors, revenons à votre cœur de métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce en quoi consiste votre métier ? Alors, le cœur de métier d'Axioma, c'est de concevoir des produits qui sont réalisés à base d'actifs qui sont issus principalement d'extraction végétale. Donc, on est un petit peu, je dis souvent qu'on est un petit peu la béquille de la fertilisation et même quelquefois de certains intrants de protection des plantes. Parce que dans nos produits, on n'a absolument aucune teneur en éléments NPK ni en oligo-éléments. Donc ça, c'est un point. Nourrir les plantes, on ne sait pas faire. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est faire en sorte que les plantes soient moins stressées. Et on sait que lorsque les plantes sont stressées, elles vont plutôt se concentrer sur leur survie plutôt que sur leur capacité à produire. Et donc tout l'enjeu, pour que l'ensemble de la fertilisation et de la protection soit efficace, c'est qu'on arrive à maintenir un état physiologique de la plante le plus efficace possible et de façon à optimiser toute la partie nutrition. Chez Axioma, on a décidé, comme je le disais tout à l'heure, de travailler sur donc, la conception, la partie régulation et bien sûr la partie industrialisation. Ça a été un choix stratégique pour nous parce qu'on a eu des chocs avec le Covid, la guerre en Ukraine, etc. On en a beaucoup parlé. Et l'enjeu de la réindustrialisation, c'était aussi de ne pas reproduire en fait les erreurs du passé. Et on a convaincu nos investisseurs de regarder l'innovation, et notamment dans le monde de l'agriculture et de l'industrie, avec un regard un peu plus long terme et non pas court terme. Très bien. Est-ce que vos solutions concernent tous les types de cultures ? Alors, il y a des cultures sur lesquelles on est mauvais, notamment sur la partie arboriculture où là on ne sait pas faire. On a cependant des cultures sur lesquelles on se sent assez à l'aise. Sur la partie viti par exemple, c'est des solutions qui réagissent très très bien. Et sur la partie grande culture, donc on se plaît beaucoup à travailler sur le blé, sur l'orge, sur le colza, le maïs, etc. Donc ça c'est vraiment des choses qui nous plaisent beaucoup. Il y a aussi les cultures maraîchères. Exactement. On a justement travaillé sur des contrats pluriannuels avec des partenaires en France. Alors, c'est pour ça que quand j'entends le terme de collaboration, ça me fait penser à un terme que j'utilise régulièrement, c'est le terme d'alliance. On est une petite entreprise, on était start-up, on est en train de sortir pour entrer plutôt dans le secteur biotech industriel. Et en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment donner en fait la pleine mesure à l'ensemble de ces enjeux qu'on doit tous relever. Et on a vraiment entendu que c'était des enjeux qui devaient être relevés collectivement. Et on a envie d'apporter aussi cette pierre à l'édifice en disant on a des choses à faire valoir et puis on peut vous accompagner dans cette transition-là. Alors, pour revenir sur le modèle de développement de votre entreprise, il est plutôt atypique dans le secteur des biostimulants. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez développé votre entreprise ? Comment vous avez été financé après avoir été voir les banques ? Alors oui, alors en effet, au début, je suis allé voir les banques et j'ai pris quelques portes. Donc il a fallu, pour pouvoir démarrer l'entreprise, il a fallu que je mette ma maison en caution et que je fasse des prêts personnels pour pouvoir développer, on va dire, amorcer un petit peu cette initiative-là. Ensuite, une fois au bout des 3 premières années, quand on a réussi à faire un petit peu la démonstration de ce qu'on voulait faire, avec des premiers éléments qui fonctionnaient bien et qui étaient, on va dire, démontrés sur la vigueur notamment des plantes lorsqu'elles étaient traitées avec une première solution, là il a fallu chercher justement la première autorisation de mise en marché. Et ça c'était déjà quelque chose d'assez complexe en 2016. Et donc, les banques ne nous suivant pas, les fonds d'investissement considérant qu'on avait un super projet, mais qu'on n'était pas assez mûr et que même le secteur en lui-même n'était pas suffisamment mature, il a fallu qu'on trouve une solution. Et donc, on est passé par le financement participatif. Alors, plus précisément, c'est le crowd equity, donc une plateforme qui s'appelle SoWeFund, et qui permet en fait à tout particulier de pouvoir devenir actionnaire d'une entreprise. Donc vu qu'Axioma avait un sujet qui tournait autour de l'alimentation, autour de l'agriculture, autour du climat, c'est quelque chose qui, sociétalement parlant, en fait, fonctionnait bien. Et donc en 2017, au bout de 7 mois de campagne, on a levé nos 500 000 premiers euros pour aller chercher notre première autorisation de mise en marché. En 2 ans et demi, finalement, on en obtiendra 5.
On Oui, profite. donc tout s'accélère. Entre 2017 et 2021, tout s'accélère. Tout s'accélère et surtout en 2020, je considère qu'on a absolument besoin de proposer un outil industriel à nos futurs clients parce qu'à ce moment-là, on sait bien sûr que les utilisateurs sont les agriculteurs, mais qui sont nos clients? Est-ce qu'on fait de la vente directe? On n'avait pas du tout les moyens de recruter en fait des techniciens commerciaux sur le terrain. Est-ce qu'on passe par les coopératives et les négoces agricoles? On était déjà en contact avec certains, mais on sent que le modèle a beaucoup d'inertie. Et nous, on a besoin d'être assurés aussi pour assurer notre survie. Et ensuite, on a des partenariats industriels qui, eux, en fait, se sont révélés positifs. Donc, lorsqu'on a présenté cette solution industrielle, on a pu lever une nouvelle fois par ce WeFund un peu plus de 800 000 euros pour démarrer tous les enjeux industriels. Et au cours de l'été 2021, on a signé des partenariats avec des industriels à la fois de la protection des plantes et à la fois de la fertilisation pour 6 de nos produits homologués. Et donc, c'est le cadre d'accords de distribution pluriannuel en France. Et là, suite à ça, on a pu lever 2,4 millions d'euros pour engager en fait tout ce développement au niveau européen. Très bien. Alors, donc, vous allez un peu plus vite que moi, mais donc vous réalisez une levée de 2,4 millions d'euros en 4 semaines, clôturée en décembre 2021, donc avec des investisseurs historiques, mais pas que. Tout à fait. L'idée, en fait, c'était vraiment de lever uniquement ce qui était nécessaire, donc d'y aller de façon assez graduelle. Beaucoup de startups ont tendance à lever beaucoup d'argent d'un coup pour souvent aller au marché directement. Nous, on avait besoin de comprendre comment fonctionnaient nos technologies, et c'est ce qu'on fait encore. On investit sur un nouveau laboratoire industriel qui nous permet de caractériser l'ensemble des molécules qu'on utilise, de façon à être encore plus précis et à apporter en fait toute cette connaissance-là à nos partenaires. Et donc, ce qu'il a fallu faire après cette partie, on va dire, d'industrialisation, c'était aller chercher la nouvelle marche. Et cette nouvelle marche, c'était l'international. Et donc de passer de la zone de start-up pour rentrer dans celle de la biotech industrielle. Tout à fait. C'était vraiment, c'est l'enjeu en fait de toute entreprise de changer d'échelle, d'adresser ces marchés, les marchés qui sont déjà plus ou moins matures, ceux qui sont en devenir. Et puis moi, mon job finalement, c'était de travailler dans cette anticipation, parce que je souhaitais bien sûr trouver les moyens financiers pour pouvoir développer l'entreprise. Mais une entreprise, à la base, il faut vraiment qu'elle trouve en fait sa maturité, sa rentabilité, etc. Donc en fait, on avait toujours cet horizon de la rentabilité. Et lorsqu'on a cet horizon-là, on est capable de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher la rentabilité? Ou alors est-ce qu'on enchaîne? Est-ce qu'on crante un petit peu plus pour aller chercher des ratios un peu plus importants? Et donc vous venez de lever 15 millions d'euros. C'est ça. Et donc on a décidé d'accélérer un petit peu plus cette exposition-là. En levant le mois dernier un peu plus de 15 millions d'euros. L'objectif de cette levée de fonds, alors donc au global, sur les 10 ans de vie d'Axioma, on aura levé 20 millions d'euros, dont 15 le mois dernier. Et l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer sur toute la partie internationale, ce qui a bien fonctionné puisqu'on va annoncer dans les semaines qui viennent un premier contrat de 6 ans en Australie. On va annoncer la signature certainement le 8 juin d'un contrat aux États-Unis. Donc on est vraiment en train de cranter aussi à ce niveau international. Et ensuite, c'est la conception de nouveaux produits. C'est-à-dire qu'on avait 3 piliers au niveau de l'innovation marché, donc celle qui est la plus proche du marché et qui permet en fait d'adapter des produits en fonction des différents territoires, des différentes cultures, des différentes réglementations. Et ensuite, le deuxième pilier avec l'innovation intermédiaire qui, elle, permet d'intégrer des nouveaux procédés, voire des nouvelles matières premières. Et l'innovation de rupture qui, elle, vraiment incite au changement de pratique. Donc, on travaille sur ces 3 piliers. Et l'enjeu, c'est désormais qu'on retourne un petit peu au labo et qu'on conçoive les produits qu'on commercialisera demain. Très bien. Alors, j'ai une dernière question et non des moindres. Pourquoi avoir souhaité intégrer l'UNIFA? Alors, très bonne question. Déjà parce qu'on a quand même un panel d'adhérents très sympathiques, donc c'est toujours des moments agréables. Non, ensuite, j'en ai discuté en fait depuis de longue date, notamment avec Jean-François. Je suis Ducré et de Valagro.
Et donc, personnage et entreprise que je regarde depuis des années et dont je m'inspire beaucoup. Et en fait, Tu nous parlais des biostimulants l'année dernière. Exactement. Et donc, en fait, je crois beaucoup au travail collaboratif. Et je trouve que dans les interprofessions, et notamment à l'UNIFA, je trouve que c'est vraiment une interprofession qui rassemble. Et comme je le disais tout à l'heure, sans fertilisation, pas d'agriculture et donc pas d'alimentation. Donc souvent, on a tendance à avoir des images un petit peu complètement tronquées de l'agriculture. Nous, ce qu'on veut, c'est au contraire être très pragmatique et apporter ce qu'on sait faire avec beaucoup d'humilité, mais essayer d'apporter une petite brique à chaque fois dans le paysage agricole et de l'agrofourniture. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle ou à distance sur l'intervention d'Anthony Buja? Oui, Jean-Luc Pradane. Est-ce que vous avez parlé On va vous donner le micro arrive tout de suite. Merci. Est-ce que ce que vous avez dit sur l'inertie globalement constatée sur le marché français, je suppose, peut-être européen, je ne sais pas, vous notez que c'est une inertie particulière à notre marché, ou est-ce que vous pensez que c'est une problématique du marché agricole en général qui passe par des intermédiaires, etc. Enfin, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment vous vivez cette inertie justement. Enfin, vous l'avez plus ou moins expliqué en disant qu'en gros vous avez essayé de la contourner. Mais quelle est votre vision par rapport à, justement, puisque vous affrontez plusieurs pays différents par votre expérience, quelle est votre vision de la France? En fait, si je comprends bien, il n'y a pas qu'une inertie réglementaire, il y a l'inertie des pratiques aussi. Complètement, je pense qu'il y a une inertie marché, et lorsqu'on discute avec nos partenaires de distribution en France, puisque du coup la partie de distribution en France est confiée à des partenaires, et nous, notre job, c'est de faire de l'innovation, faire de l'industrie et apporter un maximum de connaissances à ces partenaires. Ce qu'on ressent quand je parle d'inertie, c'est ce défaut, et je pense que c'est propre à d'autres marchés, sauf que le monde agricole est dans une transition, pour ne pas utiliser le terme de transformation, mais est vraiment dans une transition. Donc le changement de pratique, je pense que le changement de pratique est long, le conseil n'est pas spécialement évident, il y a besoin de faire le tri entre différentes solutions, différents produits, différentes entreprises, et donc c'est un marché qui est un petit peu, je trouve, dans le brouillard, et qui va potentiellement, au fur et à mesure, en fait, permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc cette inertie, pour moi, c'est typiquement le fait de passer d'un marché de niche qui... il était un marché de niche parce qu'il était nouveau, parce qu'il était très mal réglementé, parce qu'il y a eu des effets un petit peu opportunistes, et donc il y a beaucoup déçus. Et pour passer en fait de ce système-là, il faut vraiment cravacher pour arriver à passer à un marché plutôt de masse, sans parler de commodité, mais un marché de masse du moins, pour faire entrer ces solutions dans la norme. Un exemple tout bête, c'est l'exemple de la norme, la 44204, qui est censée permettre l'association d'un produit normalisé avec un produit qui serait homologué en additif. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent être faites. On a parlé de solutions combinées. Ça, typiquement, c'est une solution combinée. Et en plus, qui défend l'agriculteur, puisque le fait que tout soit assemblé en usine, l'agriculteur en fait n'a qu'un seul produit à mettre. On évite les problématiques de dosage, etc. Mais en fait, rien que ça, c'est un truc qui, lorsqu'on parle au ministère de l'Agriculture, à l'ANSES, etc., on prend des portes. Et on prend des portes parce que on reste basé sur des systèmes en fait très encadrés et très protégés. Donc je pense que on a besoin de libérer. C'est très bien. On a réussi à libérer l'innovation, notamment par le financement, par plein de choses. Mais en fait, c'est maintenant toute cette partie accès marché et accès à un marché de masse qui est nécessaire. Merci. Une autre question peut-être dans la salle ou à distance? Bon, bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter Florence Nice et Delphine Gay à me rejoindre. Bravo.